Bonjour à toutes et à tous. ANCTV est ravie de vous retrouver pour ce numéro de Ça vous concerne. Ça vous concerne est une émission trimestrielle que la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous propose de suivre pour avoir des informations sur nos programmes, sur nos dispositifs, les partager avec nos invités et partager les expériences. Après un numéro consacré à la cybersécurité dans les petites communes et celui qui a porté sur le patrimoine paysager, aujourd'hui, nous allons aborder la question des jeunes diplômés, les Bac+2 et plus, jeunes diplômés des territoires ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec nous pour en parler, nous recevons Stéphanie Musega. Bonjour madame. Bonjour. Stéphanie, vous êtes responsable du pôle relations institutionnelles et partenariales à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. L'APEC est partenaire de l'ANCT. Vous avez 50 centres en métropole et outre-mer et à peu près 1000 collaborateurs, collaboratrices. Et votre cœur de métier, c'est d'accompagner les jeunes diplômés, les cadres, mais aussi les entreprises qui veulent les recruter. Avec nous sur le plateau aussi, nous avons Benoît Dorigny. Bonjour monsieur, vous êtes le directeur général de Manpower France. Manpower fait partie d'un grand groupe international. Vous fêtez cette année vos 65 ans de présence en France. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Et vous comptez 100 cabinets de recrutement à travers le pays et 650 agences qui sont spécialisées dans le travail intérimaire. C'est ça. Et nous avons en distanciel, trois autres invités. Nous avons Philippe Bansard. Philippe Bansard, bonjour. Vous êtes dirigeant d'une PME qui se situe à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, qui s'appelle Précidec. Malheureusement, vous n'avez pas pu nous rejoindre du fait du manque de transport aujourd'hui. J'ai présenté donc votre entreprise. C'est une PME de 20 salariés qui est spécialisée dans l'usinage et le décolletage. C'est de la mécanique de précision. Et vos clients sont dans des secteurs industriels de pointe comme l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie. Alors, il faut savoir aussi que Précidec est situé sur l'un des territoires d'industrie du programme que pilote l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est sur le territoire d'industrie de la vallée de l'Huisne, qui est l'un des territoires où on trouve le plus d'emplois industriels en France. Et c'est un territoire à cheval sur la région Pays de la Loire, la région Centre-Val de Loire et la Normandie aussi, je crois. Bienvenue, monsieur, à distance. Nous avons aussi, depuis la Vendée, Madame Sabine Roiran, qui est maire de la commune du Poiré-sur-Vie. Bonjour, madame. Alors, votre commune est située à 15 km de La Roche-sur-Yon. Vous comptez à peu près 9000 habitants. Et vous avez une caractéristique, c'est que votre population est un petit peu plus jeune que la moyenne nationale. D'ailleurs, vous êtes sur un bassin d'emploi plutôt dynamique, ça explique peut-être cela. Et vous êtes sur une communauté de communes où l'on compte déjà pas mal d'entreprises artisanales et la communauté de communes s'appelle Vie et Boulogne. Enfin, avec nous aussi Michel Fournier. Michel Fournier qui est notre président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, président de l'Association des maires ruraux de France et aussi maire d'une toute petite commune de 330 habitants qui s'appelle Les Voivres et qui est située dans les Vosges. Bonjour Michel Fournier, on vous voit en voiture parce que vous êtes le congrès qui va se tenir en Dordogne. Alors, pour vous, les internautes qui nous suivez, notez bien que vous pourrez poser les questions à nos invités. Il suffit de les envoyer par chat. Et en fin d'émission, nous aurons une petite séance de questions-réponses. Tout ça se fait par chat. Alors aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse aux jeunes diplômés, quelques infos pour situer un petit peu cette population. Les 18-29 ans représentent 14% de la population française, c'est à peu près 9 millions d'habitants. Sur ces 9 millions de jeunes, il faut savoir qu'il y en a à peu près 3 millions qui chaque année poursuivent et font des études supérieures. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a développé des dispositifs ou anime et pilote des dispositifs d'emploi aidé ou d'insertion professionnelle qui s'adressent à ces jeunes diplômés, en particulier ceux qui viennent des territoires fragiles, que sont les territoires ruraux et les quartiers de la politique de la ville.
Michel Fournier, en tant que président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'ANCT va sur ce champ-là? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme vous l'avez rappelé, la NCT s'intéresse effectivement à tout ce qui peut améliorer en fait l'installation et on va dire le développement des énergies nouvelles sur les territoires ruraux et sur les quartiers prioritaires de la ville. Mais il faut reconnaître que les actions qui ont été initiées ont été plus orientées, puisque la NCT a repris en gros la politique de la ville, et donc il est normal aujourd'hui qu'il y ait le pendant pour les territoires ruraux, parce que on a des problématiques similaires. Tout simplement, on sait très bien que il y a des problématiques de mobilité, mais il y a surtout aussi dans les territoires ruraux la nécessité, quand nos jeunes partent, eh bien finalement se former, puisqu'on parle de bac+2, donc de se former, ils vont ailleurs, et on souhaite qu'ils puissent revenir ou que d'autres puissent venir s'installer. Donc il y a des actions qui sont menées aujourd'hui par la NCT qui vont dans ce sens-là, bien entendu avec le concours des collectivités, avec le concours aussi des entreprises, parce que les territoires sont composés de collectivités, d'habitants bien entendu, mais aussi d'entreprises. Et il faut absolument que ces programmes puissent se développer de manière à ce qu'il y ait un accompagnement de ces jeunes et par différents systèmes, différentes potentialités, différentes possibilités. À titre d'exemple, dans notre territoire, par exemple, on a installé une couveuse d'entreprise quand j'étais président d'une petite Comcom, et donc c'était bien le territoire qui l'avait fait, et ça permettait effectivement d'accompagner des jeunes dans leur projet de développement d'entreprise. Alors il y a déjà des programmes qui existent, mais ils sont surtout liés dans les quartiers de la ville, les quartiers prioritaires de la ville. Il y a dans les territoires aussi ce qu'on appelle les territoires d'industrie. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 2500, un peu plus de 2500 entreprises qui sont partenaires déjà de ces actions-là, des grands groupes, mais pas seulement, des artisans. Et tout ça, c'est ce qui permet de pouvoir faire en sorte que on augmente comment dirais-je, on augmente les potentialités de réussite, et c'est ce que l'on souhaite, c'est le rôle d'ailleurs de l'ANCT, c'est d'aider à faire. Vous m'entendez là? Vous disiez que le rôle de la NCT est d'aider ces acteurs à mener leurs projets pour faire venir ces jeunes diplômés. Je vais vous poser une autre question, Michel Fournier, avant de vous laisser rejoindre votre congrès. Vous avez évoqué le rôle des collectivités locales. Les régions ont bien sûr la compétence économique, la compétence formation-emploi, mais c'est une question, les jeunes diplômés, la manière de les attirer, de les retenir sur les territoires, c'est une question qui concerne toutes les collectivités. Du coup, de votre point de vue de président de l'Association des maires ruraux de France, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça apporte ces jeunes diplômés pour les collectivités locales? Si on prend aujourd'hui ce que dans les différentes potentialités offertes par l'NCT dans les territoires ruraux, mais pas seulement, mais dans les territoires ruraux, on a par exemple le gouvernement et le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, à l'époque, a initié le VTA, le volontaire territorial de l'administration, pour effectivement faire en sorte que des jeunes puissent aider et accompagner les collectivités. On sait aussi que normalement, tout ce qui est formation, tout ce qui est initiative vis-à-vis de la jeunesse, c'est la région ou les régions qui doivent en être aussi j'allais dire les faiseurs. Mais si je prends ma casquette de président des maires ruraux, on n'a pas attendu. On avait aussi fait une intervention liée à la jeunesse dans ces territoires ruraux. On a aussi différentes actions. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un peu dupliquer les différentes initiatives qui ont déjà été prises pour les quartiers prioritaires de la ville. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on peut lier les deux aspects. Il y a des freins, on va dire, il y a des freins
dans ces deux espaces, et qui sont pourtant au départ, qui pourraient être un peu vraiment, un peu pas contradictoires, mais on pourrait penser que c'est pas du tout la même problématique, alors qu'on retrouve cela d'ailleurs dans d'autres domaines également. Donc ce qu'il nous faut, nous, à la NCT, c'est développer cela de manière à ce que ces jeunes qui s'installent apportent du sang neuf. Et je peux m'en rendre compte, je vous le dis encore une fois, à titre communal et à titre personnel, dans la mesure où il y a des engagements dans l'associatif, il peut y avoir aussi un apport tout simplement, si on crée une famille, des enfants dans les écoles, etc., etc. Et peut-être aussi après des prises de responsabilité au niveau gestion des collectivités. Donc tout ça, ça a pour but parce qu'on a besoin quand même, on a besoin dans nos territoires de ces cadres ou de ces futurs cadres, de manière à pouvoir répondre à toutes les obligations nouvelles que rencontrent les territoires ruraux. Ben, merci beaucoup à Michel Fournier de nous avoir accordé ce témoignage durant votre trajet. On vous souhaite une bonne route et un très bon congrès de l'Association des maires ruraux de France. À bientôt. Surtout un congrès qui s'inscrit dans cette dynamique. Justement, pour conclure, on va, puisque nous avons plusieurs ministres qui vont être présents, nous allons rappeler que effectivement, très mal. Voilà, les conditions étaient quand même un petit peu aléatoires. C'est gentil, Monsieur Fournier a pris quelques instants dans des conditions un peu difficiles. Mais voilà, on le remercie. Stéphanie Musega, je me tourne vers vous. Je voudrais savoir quelles sont les observations que porte actuellement l'APEC sur le panorama de l'emploi des jeunes diplômés. Oui, donc l'APEC dispose d'un observatoire de l'emploi des cadres qui nous permet de réaliser un certain nombre d'études. Et donc, je vais vous dresser un petit peu le panorama très rapidement de la situation des jeunes diplômés en France. Et puis, je ferai un focus sur les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Monsieur Fournier a évoqué les jeunes diplômés des territoires ruraux. On ne va pas pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres sur ce public-là, puisqu'on n'a pas la capacité de les identifier dans notre système d'information. Donc, on ne peut pas en tirer les principaux constats. Mais comme le disait Monsieur Fournier, je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les profils et les difficultés éventuelles des jeunes ruraux et des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, premier point, l'insertion des jeunes et des jeunes diplômés a été vraiment très, très chahutée par la crise de 2020. Et là, on voit bien que depuis 2021, la situation s'est nettement améliorée et qu'on atteint un niveau quasiment d'avant-crise. D'accord. Donc ça, c'est très positif. Pour autant, on note quand même des disparités. C'est pas la même dynamique pour tous. On note des disparités selon la discipline choisie, mais aussi le niveau d'études atteint. Je vais donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais donc on est sur un taux d'emploi 12 mois après l'obtention du diplôme pour les diplômes Bac plus 5 et plus à 82%. Donc c'est pas mal. C'est très bien. Et on tombe à 63% pour les jeunes diplômés qui ont choisi des disciplines comme les lettres, les arts ou les langues. Et quand on parle du niveau de diplôme atteint, on descend à 71% pour les Bac plus 3, 4. Donc, il y a quand même un bel écart entre Bac plus 3, 4 et Bac plus 5 et plus. D'accord, plus de 10 Il faut points inciter vraiment les jeunes à poursuivre leurs études et à bien choisir leur discipline. Concernant la situation globale des jeunes, ce qu'on note aussi, c'est que beaucoup de jeunes sont en emploi, mais pour certains, l'emploi ne correspond pas à leurs aspirations initiales ou à leurs qualifications. Donc, il y a un jeune sur 4 qui déclare occuper un emploi qui ne correspond pas à sa qualification ou à ses attentes. Donc, ça aussi, c'est pareil, c'est quand même à étudier.
Là, je vais donc vous faire un focus plus spécifique sur les jeunes diplômés et puis voir justement comment on peut mieux les accompagner. Le premier constat, ça arrive dès le niveau du bac. En gros, les bacheliers issus des quartiers prioritaires de la ville sont moins nombreux que les jeunes des autres quartiers à faire des études supérieures. Donc déjà, effectivement, il y a une inégalité devant l'insertion professionnelle. Oui, on voit 70% pour les bacheliers en quartier prioritaire contre 77% des bacheliers hors quartier prioritaire qui vont poursuivre leurs études supérieures. Tout à fait. Et quand ils vont vers des études supérieures, ils s'orientent principalement vers l'université et ne tentent pas les filières, moins souvent les filières sélectives telles que les classes préparatoires ou les IUT. Et ils mettent aussi plus souvent fin à leurs études sans diplôme. Donc on le voit bien notamment au niveau des licences. Un jeune issu des quartiers des QPV, on va dire, hein, ça ira plus vite. Quartier prioritaire de la politique de la ville ou QPV. Voilà. Donc 1 sur 2 échoue et ne va pas au bout de sa licence, alors qu'on est pour les autres quartiers plutôt à moins de 1 sur 3. Donc là encore, on voit bien quand même qu'il y a un décalage et une perte de chance pour ces jeunes. Et enfin, un point aussi important, c'est quand ils interrompent leurs études, ils sont plus nombreux à le faire pour des raisons financières que les jeunes issus des autres quartiers. Là aussi, je vais vous donner juste un petit ordre d'idée. On est à 35% pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, alors qu'on est à 23% pour les autres. Et enfin, une fois qu'ils sont insérés dans la vie professionnelle, on voit bien qu'ils ont eu plus de difficultés à rentrer à avoir leur premier emploi et aussi à avoir un emploi qui correspond à leur niveau de qualification, et ce qui fait qu'ils ont souvent un emploi moins qualifié que les autres jeunes et moins bien rémunéré. Donc voilà, c'est un peu les principaux constats que je souhaitais partager avec vous pour vous donner un peu, voilà, pour pouvoir échanger après à la suite sur les solutions à apporter pour ces jeunes. Eh bien, merci pour cet éclairage important. Nous allons voir dans la seconde partie de cette émission, nous allons voir du côté des recruteurs, les collectivités locales et des entreprises, quels sont les enjeux pour elles. Madame la maire, messieurs les recruteurs, les entrepreneurs, de vos côtés, qu'est-ce qui est en jeu pour vous, pour votre développement? On va commencer par Sabine Roiran, maire du Poiré-sur-Vie, donc une petite ville située sur un territoire rural. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame la maire, quel est l'enjeu chez vous d'attirer ces jeunes diplômés? Alors, bonjour à tous, pardon. Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux démographiques, économiques, des enjeux sociaux pour accueillir toute une nouvelle population. Nous sommes un territoire très, très attractif. Et puis, nous avons un nouvel enjeu qui s'ajoute à tout ça, même si on y travaille déjà depuis de nombreuses années. C'est un enjeu environnemental qui nécessite pour nous une approche globale et puis une approche aussi transversale. Avec des moyens, la nécessité d'avoir aussi une expertise sur ces sujets. Si je comprends bien, attirer à vous des jeunes recrutés, des jeunes diplômés, pardon, ça répond à vos besoins d'étoffer vos capacités d'ingénierie. Oui, c'est ça. On a besoin alors on a une petite collectivité, hein, voilà, modestement, on peut le dire. Donc avec les moyens aussi humains de nos services qui ont leurs limites, pas forcément les moyens de recruter des ingénieurs en nombre, et donc on a aussi une charge de travail qui est importante. Donc on a à la fois besoin d'étoffer un peu nos services avec de la présence, des moyens humains, et puis en même temps une expertise aussi sur ces sujets. Et c'est vrai que l'expérience de jeunes diplômés sur ces sujets-là est intéressante. C'est une ouverture aussi pour nos services, et il y a un beau travail en complémentarité qui peut se faire.
Merci. Philippe Bansard, dans votre entreprise dans la Sarthe, qui est aussi sur un territoire rural, vous développez depuis 2020, post-crise Covid, de nouveaux produits. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à vous tourner beaucoup vers les jeunes diplômés ces derniers temps? Alors c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que notre activité historique est une activité extrêmement technique. Vous l'avez signalé en introduction, puisqu'on est essentiellement positionné dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Mais ayant subi un fort impact durant cette crise ou ces crises, on a imaginé de concevoir des produits, ce qui est une innovation en tant que telle au sein de l'entreprise, et donc la nécessité d'intégrer des nouvelles compétences, et donc s'appuyer sur les nouvelles formations et les étudiants est une des solutions en complémentarité des expériences des salariés les plus expérimentés. Donc les jeunes diplômés, pour vous, c'est du sang neuf, de nouvelles idées qui participent au développement de votre entreprise. Oui, alors ça a plusieurs intérêts. Déjà, c'est un vivier. Une des difficultés dans nos secteurs ruraux, c'est de pouvoir recruter un potentiel que l'on trouvait au niveau urbain. Et donc, les accompagner dès les formations de bac pro, et puis l'accompagnement de BTS, de licence et d'école d'ingénieur ou de master, ça nous permet d'avoir ce vivier de futurs potentiels de recrutement. Et puis, pendant leur formation, on les accompagne pour qu'ils acquièrent des connaissances qui soient en cohérence avec la spécificité de nos entreprises. Voilà, c'est la somme de tout ça. Et puis, évidemment, ils sont issus de nouvelles formations. Lorsqu'on parle de communication digitale, qu'on parle de CAO sur des applications très techniques, ça permet de s'appuyer sur ces nouvelles compétences qui rentrent sur le marché. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage d'un chef d'entreprise de PME. On vous retrouvera tout à l'heure, Monsieur Bansard. Monsieur de Rigny, chez vous, ça se passe à une toute autre échelle puisque vous êtes le dirigeant d'une très grande entreprise, Manpower France, qui est l'un des leaders des métiers de recrutement. Ça fait partie de votre ADN de vous intéresser aux jeunes diplômés et en particulier les jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, vous avez absolument raison, c'est vraiment partie de notre ADN, c'est le cœur de notre métier, hein, l'emploi et le recrutement. Et donc, on s'est toujours soucié et des jeunes diplômés, et des quartiers prioritaires, et des zones rurales. Donc, sur l'aspect rural, on a eu et on continue d'avoir un choix d'un très fort ancrage local. Hein, on a plus de 650, vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, agences partout en France, et on y tient et on y maintient parce que c'est une proximité importante, alors que d'autres secteurs d'activité ont tendance à passer beaucoup plus en digital. On utilise le digital, mais on conserve cette présence locale. Et sur les quartiers prioritaires, on a une approche effectivement extrêmement ambitieuse là-dessus. Je vais peut-être vous citer deux chiffres sans vous noyer, mais on a un dispositif qu'on a activé il y a maintenant 7-8 ans qui s'appelle le CDI intérimaire. C'est un CDI pour nos intérimaires, donc toutes les garanties du CDI, mais pour nos publics intérimaires. Je parle là d'à peu près, à l'heure où on se parle, d'environ 16 000 personnes. Et si je prends les moins de 26 ans, c'est 20%. Donc on est pratiquement à 3 000 personnes. Et si je prends ceux qui sont dans les quartiers prioritaires, c'est plus de 10%, c'est-à-dire c'est 1 500 personnes. Donc effectivement, c'est essentiel, nous, pour l'exercice de notre activité. Mais au-delà de ça et au-delà de ces chiffres, moi, ce que je voudrais inciter aussi, c'est que c'est une rencontre systématiquement individuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelqu'un, un jeune, qui a un projet, une recherche de projet, qui pousse la porte d'une de nos agences, qui rencontre un de nos conseillers, un de nos consultants. Nous, on a la connaissance et les contacts quotidiens avec un certain nombre d'entreprises, et on fabrique ce projet à chaque fois. Entre les idées, les envies, les souhaits de ce jeune, de l'autre côté, les difficultés de recrutement généralement que nous exprime tel ou tel chef d'entreprise, et au milieu, nous, on va construire la bonne solution pour rapprocher l'un et l'autre. Et ça, c'est le cœur de notre métier, ce qui fait que la grande échelle dont vous parliez, en fait, c'est une addition de belles rencontres humaines quotidiennes tous les jours. D'accord. Et puisque vous connaissez donc bien vos clients qui sont les entreprises, c'est quoi les besoins qu'elles expriment ? Aujourd'hui, on a, nous, dans notre métier, et comme beaucoup d'autres, une vraie difficulté à répondre à tous les besoins des clients et des entreprises qui nous sollicitent. Et donc, il faut être profondément imaginatif. Et ce qui a profondément changé depuis 4 ans, dans l'esprit des entreprises avec lesquelles on travaille,
c'est qu'il y a 4 ans, on avait du mal à faire entendre ce discours, d'essayer de changer les référentiels. Aujourd'hui, c'est partagé par tout le monde. Et donc, l'élément majeur, à mon avis, qui aujourd'hui est acquis pour tout le monde, c'est que le savoir-faire, les compétences, c'est important, mais le savoir-être, c'est beaucoup plus important. Et à partir du moment où on a détecté, nous, dans les candidats qui viennent nous voir, un élément de savoir-être, on est capable de construire et on est capable souvent de trouver, pratiquement tout le temps, de trouver en face une entreprise qui nous dit « Ok, banco, on y va ». Elle fait pari sur ce jeune, même s'il n'a pas tout à fait le profil de départ. Et nous, on va mettre en place l'ensemble des dispositifs d'ingénierie de formation, les typologies de contrat, les mécanismes d'alternance, pour permettre à ce jeune qui a exprimé ce souhait et qu'on a peut-être aussi aidé à formuler, à passer à autre chose et à s'inscrire dans une trajectoire professionnelle. Et c'est évidemment vrai en zone rurale, mais aussi dans les quartiers prioritaires. D'accord. Stéphanie Musega, je reviens à vous parce que tout à l'heure, vous avez cité un chiffre qui est un peu marquant, c'est que un jeune diplômé sur 4 occupe un emploi qui ne correspond ni à ses attentes, ni à sa qualification. Alors, quels sont les freins à lever aujourd'hui pour attirer et retenir ces bonnes compétences? Oui, comme vous le disiez, effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui n'occupent pas le poste, l'emploi qu'ils aimeraient occuper. Là, on voit bien qu'avec la reprise et les tensions de recrutement qui sont associées à cette reprise, les choses pourraient évoluer favorablement pour ces jeunes. Et on le voit bien d'ailleurs, la reprise a vraiment particulièrement bénéficié aux jeunes, aux cadres débutants, et donc qui trouvent plus rapidement un emploi, et en plus, il est mieux rémunéré que précédemment et les conditions de travail sont meilleures. Donc c'est vraiment aujourd'hui aux entreprises d'écouter les attentes de ces jeunes et d'y répondre pour attirer et fidéliser ces jeunes talents. Parmi ces attentes, il y a bien sûr la dimension financière qui est importante. Donc le salaire. Voilà, le salaire. Ils souhaitent avoir une rémunération à la hauteur du poste qu'ils occupent. Mais ce n'est pas la seule préoccupation de ces jeunes. Loin de là, on le voit bien, il y a de plus en plus une quête de sens. Pas uniquement d'ailleurs chez les jeunes, mais en tout cas chez les jeunes, une volonté aussi de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, de mieux prendre en compte, ils prennent mieux en compte aussi la dimension, toutes les conditions de travail qui peuvent être associées à leur activité. Et donc, dans un milieu comme ça très très concurrentiel, puisqu'il y a de fortes difficultés de recrutement, l'entreprise doit agir et mettre en valeur ses leviers d'attractivité. On parle beaucoup de la marque employeur en disant que pour attirer les jeunes talents, il ne suffit pas de poster une offre d'emploi avec un salaire qui va bien, c'est aussi de mettre en avant la spécificité de cette entreprise, ce qu'elle peut apporter de plus par rapport aux autres. Et donc, il faut vraiment qu'elle soit consciente aussi bien dès l'offre d'emploi, mais aussi quand elle communique. Toute action de communication peut avoir un impact sur leur recrutement. Il y a des freins à lever parce qu'on parle souvent des problèmes de mobilité, des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Alors, quels sont-ils les freins majeurs Alors, les freins majeurs, c'est le logement et la mobilité, bien évidemment. D'autant plus si on veut attirer des jeunes dans des quartiers, dans les territoires ruraux. C'est une dimension qui est à prendre en compte. C'est la question, pas tant la question du logement, parce qu'en général, c'est plutôt simple à trouver, mais la question de la mobilité. C'est pour ça que tout accompagnement par l'entreprise à la mobilité résidentielle ou quotidienne, donc c'est trouver des solutions de covoiturage, s'assurer effectivement d'avoir des transports qui sont accessibles, des transports en commun. Et donc, il y a vraiment un enjeu à travailler sur la levée de ces freins, logement et mobilité. Et donc, l'entreprise peut effectivement proposer des choses, mais on attend surtout des collectivités territoriales, comme on le disait tout à l'heure, d'agir, de proposer des solutions aussi aux opérateurs du service public de l'emploi qui proposent des aides à la mobilité, notamment pour les jeunes et les personnes en difficulté. D'accord. Philippe Bansard, je crois que l'un des freins que vous rencontrez parfois lorsque vous voulez recruter dans la Sarthe, c'est effectivement les problèmes de mobilité pour susciter l'intérêt des candidats. Oui, c'est vrai que surtout pour ceux qui ont fait des études et qui ont travaillé dans des
grande ville, c'est plus complexe à intégrer, mais inversement, ils sont plus fidèles. Et puis, on voit bien que la tentative, ou la tentation plus exactement aujourd'hui, est plutôt de s'intéresser à un cadre de vie plus agréable que ce que l'on peut trouver dans les grandes villes. Donc, c'est à la fois une contrainte et une opportunité. Je crois que vous avez mis en place une prime mobilité quand même pour compenser ces efforts que font les jeunes diplômés pour aller vers vous. Oui, bien sûr, parce que pour les étudiants, cette première étape d'intégration dans une entreprise leur amène des charges, des coûts liés à ces contraintes de mobilité. Donc pour eux, on participe de manière significative à leurs frais pour venir s'intégrer dans nos entreprises. D'accord, merci. Chez Manpower, Monsieur Dorigny, je crois que vous aussi, vous avez mis en place une solution particulièrement ciblée vers les jeunes actifs des territoires ruraux. Alors, nous avons monté un centre de formation par l'apprentissage. Je pense que c'est peut-être ça auquel vous faisiez référence. Non, il me semble que c'est pour la mobilité des jeunes actifs. Je crois que c'est avec Blablacar, si je ne me trompe pas. Oui, alors, en fait, c'est pour l'ensemble de nos salariés et intérimaires. Effectivement, on a noué un partenariat avec Blablacar et en fait, dans une formule de mobilité. Et donc, nous, on a une application qui est utilisée par tous nos salariés de manière extrêmement importante et avec une connexion immédiate en fait avec Blablacar pour favoriser en fait le covoiturage dans une solution qui est en plus dédiée au covoiturage quotidien pour la vie professionnelle. Donc c'est et ça répond aux attentes que vous avez évoquées parce que ça répond à un sujet économique, mais ça répond aussi à une génération et ils ont raison, extrêmement sensible au sujet de la transition écologique. Et donc le covoiturage est une façon de leur répondre. Donc ça joue sur deux termes. Ça joue à la fois en termes d'attractivité, parce que ça donne une image positive, et en même temps ça répond à un sujet économique, c'est-à-dire qu'effectivement quand on partage son transport quotidien pour aller sur son lieu de travail, on divise les coûts par 2, par 3 ou par 4 selon le nombre qu'on est dans la voiture. Voilà. Très bien. J'ai même cru comprendre que ce service était gratuit pour vos jeunes en CDI intérimaires. Oui, on a des dispositifs d'accompagnement effectivement pour favoriser et encourager le ça. En tout cas sur les premiers usages, absolument. D'accord, très bien, merci. Merci à vous de ces précisions sur cette partie des enjeux. À noter aussi que les territoires d'industrie, qui est un programme que l'Agence nationale de la cohésion des territoires copilote, chez dans certains territoires, il y a une alliance d'entreprises pour monter des services en commun et partager des services d'accueil des nouveaux recrutés. Donc ça, c'est aussi pour les aider à leur installation. Et tout à l'heure, Monsieur Fournier mentionnait le volontariat territorial en entreprise dont on va parler dans la prochaine partie. Il faut savoir que pour une entreprise qui recrute dans un territoire d'industrie un jeune VTE, celui-ci peut avoir une aide d'Action Logement de 1 200 € par mois. Pardon, de 1 200 € pour s'aider à l'installation. Donc c'est quand même un petit coup de pouce en plus qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors nous allons passer à la partie en pratique. Alors, Monsieur Dorigny, vous étiez en train de l'évoquer, vous avez monté votre propre centre de formation des apprentis, ça s'appelle la Manpower Academy, et ce CFA maison forme notamment les jeunes diplômés des quartiers prioritaires. Vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, avec plaisir. Peut-être ce qu'on explique d'abord ce que c'est qu'un CFA, c'est un centre de formation à l'apprenti, donc c'est une structure qui, pour ce faire, doit être évidemment co-construite avec la région, l'État et un certain nombre d'institutions partenaires. À partir du moment où on le décide de l'installer, il faut évidemment, nous sommes soumis à un certain nombre de contrôles et d'obligations, notamment sur les contenus pédagogiques. Et on a monté la structure en mars 2021, et donc maintenant on rentre sur la deuxième année scolaire, j'allais dire, donc avec un historique d'1 an et demi. L'avantage de la structure, c'est que ça permet pour ces jeunes qui seront en dispositif d'alternance, en alternant des périodes travaillées et des périodes de formation, de disposer à l'intérieur de notre propre CFA d'un diplôme et d'un diplôme reconnu par l'éducation nationale. D'où l'explication, le fait que ce soit une structure qui soit évidemment sous un certain nombre, qui doivent répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires. Et donc aujourd'hui, on en a formé 150. Et avec, à mon avis, un mécanisme extrêmement vertueux, je trouve. C'est-à-dire que ça permet à un jeune d'alterner des périodes de formation
donc scolaires, hein, et des périodes de travail par l'ensemble des dispositifs qu'on peut mettre à sa disposition, donc en entreprise, donc c'est extrêmement riche. Les coûts de la formation sont pris en charge, et donc c'est, à mon sens, pour un certain nombre d'étudiants de milieux modestes, c'est une très belle formule. Ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés sur un pourcentage avec un barème qui est fixé par l'État, hein, en fonction de la proportion du SMIC, y compris quand ils sont en formation. Voilà. Donc, il me semble que c'est un très joli dispositif parce que ça permet, à l'issue de la séquence, d'abord de maximiser les chances d'insertion, de limiter les coûts pour les familles, finalement, de la formation, et pour le jeune d'avoir déjà une première autonomie financière, parce que souvent c'est le début de quelque chose d'autre. Donc ça rend les choses et ça rend les études beaucoup plus concrètes en maximisant les chances d'insertion. Voilà. Et on l'a utilisé, y compris pour nous-mêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a monté, c'est la deuxième j'allais dire, génération, ou deuxième promotion, voilà. Et pour revenir sur les territoires ruraux et les quartiers prioritaires, l'année dernière, on en a, c'est sur un programme bien particulier de chargés de recrutement et de consultants recrutement, hein, qui sont formés 3 semaines, une semaine. 3 semaines chez nous et 1 semaine en formation avec un partenaire officiel, et donc ils sortent avec un véritable diplôme, hein. Et en gros, on en a embauché la moitié, ou la moitié ont cherché à rester, parce qu'effectivement, il y a toujours des gens qui, à un moment ou à un autre, feront une autre trajectoire. Et là encore, on retrouve les mêmes ratios. 10% d'entre eux sont issus des quartiers prioritaires. Donc, le dispositif, on est parti sur une dizaine l'année dernière, et cette année, on passe à 25. Donc, extrêmement confiant et fort de cette première année d'expérience. Oui, parce que, outre ce CFA, Manpower France est particulièrement impliqué dans le pacte avec les quartiers pour les entreprises que l'ANCT anime. Et je crois que vous avez fait un déploiement dans 50 territoires. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cela? Oui, avec plaisir. Nous, notre engagement sur le pacte et les quartiers prioritaires, c'est ancien. En tout cas, très tôt, on l'a fait. Hein. Dès 2013, on a renouvelé le partenariat en 2017. On l'a décliné effectivement avec une 50aine de conventions régionales ou locales pour utiliser justement la force de notre réseau et notre proximité locale. Et ça prend toute une série de formes. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant peut-être de partager. Par exemple, des stages de 3e qu'on demande à nos jeunes en 3e. Hein, on en a environ 300 et la très grande majorité d'entre eux viennent des quartiers prioritaires. Donc ça prouve que c'est possible. Hein, ça commence par ça, hein, par quelques jours en entreprise. On a le même dispositif, par exemple, sur l'ensemble des salariés sous les différents types de contrats. On a, nous, environ presque 50% qui ont moins de 30 ans et 30% qui ont moins de 26 ans. Bon. Ça s'exprime aussi sous la forme de tous les dispositifs de contrat d'alternance. On en a parlé tout à l'heure avec le CFA, mais on en fait d'autres hors de notre CFA. On en fait environ 3500. Là encore, 11% de ce 3500, ce sont des jeunes qui sont en quartier prioritaire. Donc pour nous, en fait, cet engagement qu'on a démarré assez tôt, mais parce que c'est vraiment l'ADN de notre métier, vous l'avez dit très gentiment en introduction, se traduit sur toute une série de dispositifs contractuels, du stage simple de 3e jusqu'à des mécanismes beaucoup plus complexes et aboutis d'alternance et de formation et d'insertion. Voilà. Formation diplômante. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, outre le pacte dont on vient de parler, l'Agence nationale de la cohésion des territoires anime un autre programme qui s'appelle Territoires d'industrie. Il couvre 146 territoires en France. Sur ces zones-là, sur ces périmètres-là, les entreprises industrielles peuvent bénéficier du volontariat territorial en entreprise pour recruter de jeunes diplômés. Et c'est ce que vous avez fait, Philippe Bansard, chez Précidec. Vous avez recruté des VTE en territoire d'industrie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur notre petite structure, comme beaucoup de PME, hein, aujourd'hui, on est 20 salariés. On a 6 alternants. Donc, on retrouve bien tout le panel qui vient d'être cité, d'accompagnement, de la découverte jusqu'à des alternances de niveau supérieur. Et lorsque l'alternant est en relation directe avec la direction, on peut s'appuyer sur des aides de VTE TI, territoire de l'industrie. Vous pouvez nous dire un peu quelle mission, quelle est leur responsabilité, leur mission chez vous? Oui, alors on a intégré un étudiant en développement commercial, vous y faisiez allusion en introduction, à la fois sur la partie historique de notre entreprise, sur ces pièces extrêmement techniques, et sur le développement de l'attachante, cette fixation inédite qui a été développée durant la crise.
Donc ça, c'est des métiers nouveaux qui s'intègrent. Et derrière, d'autres métiers viennent s'appuyer dessus, comme la communication digitale, comme le commerce international, que l'on commence avec une étudiante en licence dans ce domaine-là. D'accord. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1000 postes de VTE qui sont ouverts dans les territoires d'industrie. Nous allons voir quelques chiffres. Alors voilà, le volontariat territorial en entreprise, c'est financé par l'État et la Caisse des dépôts. Il y a 1000 postes ouverts jusqu'à épuisement de l'enveloppe disponible. C'est au moins 1 an dans l'entreprise. Et à ce jour, il y a 3 territoires d'industrie qui sont déjà assez moteurs sur ces recrutements. On les voit s'afficher. C'est Yonne, Versailles, Sarclay, et La Roche-sur-Yon, près de Madame Roiran, voilà, en Vendée. Voilà pour la première partie. Ensuite, les VTE, aujourd'hui, sur les territoires d'industrie, il y en a 123 qui sont labellisés. La plupart sont en alternance, plus de 53%. Ensuite, ils sont en CDI et une minorité sont en CDD. Il faut savoir qu'il y a donc des aides qui sont associées à ces contrats, de 4 000 € pour une PME ou un établissement de taille intermédiaire qui recruterait un VTE, et de 12 000 € pour un VTE, toujours dans ces territoires d'industrie, qui viendrait sur des missions de transition écologique. Et on sait qu'actuellement, les questions de transition écologique, d'énergie, de développement durable sont particulièrement cruciales dans l'industrie. Enfin, pour savoir qui postule, quel est le niveau, le profil des étudiants qui manifestent leur envie de rejoindre une entreprise par le VTE, il faut savoir que ce sont surtout des jeunes diplômés depuis moins de 2 ans ou des étudiants qui sont en train de préparer leur bac plus 2. 38% sont embauchés en dehors de leur région d'origine, d'où l'importance des leviers dont on parlait tout à l'heure, la mobilité, le logement. En ce qui concerne leur niveau de diplôme, 73% ont bac plus 4 et plus, donc un niveau quand même très élevé. Près de 27% sont à bac plus 2, plus 3, donc souvent c'est des IUT, des choses comme ça, donc très vite opérationnels. Et puis, pour les types de formation, voilà, 28,5% viennent de BTS, d'IUT, de CFA, dont on parlait, 30% des écoles d'ingénieurs, presque 25% d'universités et 17% des écoles de commerce. Voilà, donc ça nous donne un petit panorama de ce que c'est le VTE aujourd'hui. Vous, Philippe Bansard, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'apporte ce dispositif à votre entreprise avec les aides de l'État qui y sont associées ? Alors en fait, l'intérêt majeur, c'est de pouvoir se projeter sur des opportunités d'avenir. C'est-à-dire que ça permet de positionner des étudiants de formation supérieure sur de futurs postes de cadre et en relation directe avec une direction. Donc de pouvoir envisager des continuité d'activité, de remplacement de direction, de transfert de propriété, voilà, qui est un des points faibles des petites entreprises, puisque le maillon faible, c'est souvent le dirigeant au sein de la petite entreprise. Maillon faible parce qu'il veut tout faire, c'est ça? Et que donc, avec ces jeunes diplômés, vous trouvez des appuis Alors, je ne sais pas s'il veut tout faire, mais en règle générale, il aime tout faire, ça c'est vrai. mais par contre, plus sérieusement, oui, dans la question de l'entreprise, il ne faut pas que justement cette multiple compétence devienne un point faible dans la transition. Stéphanie Zega, qu'est-ce que la PEC propose de son côté pour favoriser justement l'emploi des jeunes diplômés des quartiers prioritaires? On propose plein de choses, énormément. Déjà, je voulais juste rebondir sur le VTE. Oui. Nous aussi, hein, à la PEC, on participe à faire connaître le VTE auprès des jeunes diplômés. Merci. Parce que donc il y a des webinaires qu'on organise et puis aussi à mettre en visibilité les offres VTE. Donc parce que c'est un très bon dispositif. Donc, très bien. Juste avant. Et donc et pour rebondir aussi sur la question de l'alternance et qui est en lien avec les solutions qu'on peut proposer, la PEC contribue aussi à la montée en puissance de l'alternance. On a la volonté aussi d'accompagner les jeunes diplômés, mais aussi les étudiants à partir de Bac plus 3 à trouver leur contrat d'alternance et à sécuriser comme ça leur parcours et aussi à leur permettre d'avoir une autonomie un peu aussi financière quand on parle des jeunes issus des QPV qui arrêtent souvent leurs études pour des questions financières. Donc,
Concernant les solutions qu'on peut leur proposer, on a une palette de services en proximité. Donc nous aussi, on a un certain nombre de centres. On est à peu près 50 centres, donc comme vous le disiez, en France entière. Mais on propose aussi nos services, que ce soit les ateliers ou les entretiens individuels à distance. Donc ça permet aussi aux jeunes aussi des territoires ruraux et à tout jeune aussi hein, de disposer de l'ensemble des services qu'on peut proposer. Concernant plus spécifiquement les jeunes des quartiers prioritaires, on a lancé en 2016 un dispositif qui s'appelle Sésame Jeunes Talents, donc, qui est un dispositif qui a été lancé uniquement pour l'instant en PACA et en Corse. Donc en PACA en 2016, c'est une opération de mentorat. On favorise... Qu'est-ce que c'est le mentorat? Donc c'est faire en sorte que des personnes, des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des élus, des décideurs institutionnels parrainent un jeune diplômé, donc s'engage à l'accompagner dans sa recherche d'emploi en le rencontrant à minima une fois par mois, mais ça peut être beaucoup plus, et en lui ouvrant son carnet d'adresses, en lui donnant des conseils sur le savoir-être, parce qu'on sait que c'était important, hein, le savoir-être. Et on voit que ça marche bien, puisque on en a accompagné 200 depuis le lancement, hein, depuis 2016. Et en gros, selon les promotions, ça change, entre 77% et 92% sont insérés ou alors créent leur entreprise ou entament une formation. Donc c'est un vrai coup de pouce. Et bien sûr, ils ont ce parrainage, mais ils ont aussi tout l'accompagnement de l'APEC avec tous les services, aussi bien le CV qu'apprendre à faire un entretien, mais aussi à se positionner sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut leur proposer. Et j'insiste bien sur la question des réseaux sociaux et des réseaux tout court, hein, parce que en fait, c'est un manque hein, souvent chez les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires. Et donc, l'APEC peut les aider aussi avec ce dispositif, avec les dispositifs de mentorat plus globalement. À acquérir un peu de réseau. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille en partenariat avec des associations comme NQT, donc nos quartiers ont du talent, ou avec Sport dans la ville, qui sont aussi sur des logiques de mentorat. Et puis, bien sûr, on travaille en partenariat avec la NCT. Et puis donc on participe à tout ce qui est fait dans le cadre des cités de l'emploi. Oui. Et on va très prochainement lancer une expérimentation dans 4 cités de l'emploi avec pour objectif, donc avec la NCT, hein, avec pour objectif justement de favoriser le passage du Bac+2 au Bac+3 pour ces jeunes, parce qu'il y a c'est un vrai levier d'insertion, hein, le diplôme Bac+3 et plus. Et c'est aussi pour lutter contre la déqualification de ces jeunes diplômés. Puisque, comme on l'a vu, souvent, ils ont un emploi un peu moins qualifié ou un peu moins rémunéré ou qui ne correspond pas aussi à leurs attentes. Donc, c'est cet objectif. Donc, on va démarrer d'ici la fin de l'année. D'accord, merci. Alors, de votre côté, Sabine Roiran, au Poiré-sur-Vie, votre commune ne fait pas partie de notre programme Petite Ville de demain, mais pourtant, ça ne vous a pas empêché de bénéficier de l'un des dispositifs de la NCT, qui est le volontariat territorial en administration. C'est un dispositif d'emploi aidé pour permettre aux collectivités locales, et notamment les plus petites, de faire venir à elles des jeunes diplômés. Avant de vous écouter, nous allons regarder le témoignage d'un jeune VTA qui s'appelle Anthony, qui lui a été recruté dans une petite ville de demain, qui est Landrecy, dans le Nord. On a vraiment l'impression qu'on est vraiment utile à la population. Bonjour, je m'appelle Anthony Quinquenel, j'ai 22 ans et je suis embauché en tant que chef de projet adjoint en tant que VTA. Je travaille à Landrecy, petite ville de demain, dans les locaux de la communauté de communes du Pays de Mormal. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes diplômés à rentrer dans la vie professionnelle à travers des emplois de cadre de la fonction publique. C'est plutôt simple de postuler en tant que VTA parce qu'il y a des plateformes exprès qui ont été dédiées, une plateforme qui s'appelle VTA. On postule comme on pourrait postuler dans n'importe quel job, on rencontre les élus pour faire un premier avis.
Alors ma mission principale, c'est d'accompagner le chef de projet Petite Ville de demain. C'est un programme national qui a été mis en place pour aider financièrement et en ingénierie des petites villes en difficulté. Après, les missions, elles sont très différentes. Ça peut être la création, la conception de projets, l'accompagnement des projets des élus, la mise en place de diagnostics pour un petit peu comprendre ce qui se passe sur le territoire, sur le plan commercial, écologique. C'est quand même une bonne première expérience professionnelle. C'est un petit peu différent des stages où la rémunération n'est pas similaire et où les responsabilités ne sont pas similaires non plus. Moi, j'ai grandi dans un petit village et je trouve que rendre un petit peu ce qu'on m'a donné en essayant de travailler et d'apporter les connaissances que j'ai apprises dans mes études, dans les communautés de communes, dans les mairies, je pense que c'est important. C'est une expérience de création, de première responsabilité et d'utilité générale. Alors vous, Madame Roiran, vous avez découvert le VTA grâce à votre préfecture, je crois, préfecture qui est la déléguée territoriale de l'ANCT dans les départements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous apporte votre jeune recruté et qu'est-ce qu'il permet de réaliser dans votre commune? Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous avons recruté un VTA, il est âgé de 30 ans. Il est licencié en géographie et aménagement et il est titulaire d'un Master 2 environnement, territoire, paysage qu'il a fait à l'université de Tours. Voilà, c'était un profil qui nous intéressait par rapport aux missions qu'on souhaitait lui confier. Il nous a rejoint en octobre 2021 et il est là pour un contrat de 18 mois. Il est chargé pour nous du suivi et de la mise en œuvre de projets de développement durable, donc liés à la transition écologique, à la transition énergétique sur le territoire communal et puis aussi en lien avec bien sûr les objectifs, les orientations ou les outils qui peuvent être en place au niveau intercommunal. Donc ça veut dire que pour nous, concrètement, il travaille sur les dossiers de mobilité et notamment sur un schéma de circulation que nous avons fait qui a pour objectif de développer les liaisons cyclables. On en a beaucoup, mais elles ne sont pas forcément identifiées, valorisées et je dirais aux normes aussi. Donc il a fait un gros travail là-dessus. Des missions aussi liées aux économies d'énergie. Alors c'est en plus un bon sujet en ce moment et puis à la mise en œuvre du décret tertiaire aussi dans nos collectivités avec une sensibilisation des utilisateurs aux économies d'énergie. Et puis des inventaires aussi, des états des lieux sur les consommations par bâtiment. Donc il a participé aussi à ce chantier-là. Il travaille aussi sur les déchets, le tri des déchets dans nos équipements publics et notamment par les associations avec des outils et puis la sensibilisation aussi. Il travaille aussi sur la biodiversité. On a fait un travail de pédagogique sur les mares, sur aussi un dossier qui est d'actualité chez nous, c'est la restauration écologique d'un ruisseau qui est connecté à un plan d'eau qui est complètement envasé aujourd'hui. Donc il y avait un gros travail qui est toujours en cours, mais où il nous a accompagnés sur ce dossier-là. Il a travaillé également sur, on a un projet d'ombrière de panneaux photovoltaïques, donc il a aussi participé à ce chantier-là, et puis aussi à recenser, cartographier plutôt la gestion différenciée de nos espaces verts dans le SIG. Donc, vous voyez, donc des missions liées au développement durable très très diverses, en lien avec le plan climat air énergie territorial, donc intercommunal, mais en le déclinant à notre niveau communal. Donc, il a participé à faire des diagnostics, à approfondir un petit peu nos études, et puis aussi à le vulgariser, à faire de la pédagogie, de la sensibilisation. Donc ça, ce sont des missions en fait qu'on avait du mal à faire avec nos propres services qui sont dans le quotidien. Donc c'est de prendre un peu de hauteur, d'apporter un peu d'expertise, et puis des compétences aussi, et puis un regard nouveau. C'est toujours intéressant. Oui, on voit qu'il a des missions assez amples et très importantes pour votre commune, des missions à responsabilité qui sont aussi intéressantes pour un jeune en début de carrière. Nous allons regarder quelques chiffres sur le VTA avant de revenir vers vous, Madame Roiran.
Alors le VTA, actuellement, le volontariat territorial en administration, il y a 860 offres de postes qui ont été proposées par des collectivités territoriales, dont 26 dans les territoires ultramarins, depuis l'ouverture de la plateforme animée par l'ANCT, c'est-à-dire depuis avril 2021. 450 postes sont pourvus actuellement par des jeunes diplômés de 18 à 30 ans. Un tiers sont sur des CDD de 18 mois comme à Poiré-sur-Vie. 2 tiers sont sur des CDD de 12 mois. Et alors, quelles sont les collectivités qui proposent ces postes? Eh bien, la plupart sont des communautés de communes, 418. Mais aussi, il y a beaucoup de communes qui offrent ces postes en direct, 372, dont 120 ont moins de 500 habitants. C'est-à-dire que c'est donc une aide qui est ouverte aux toutes petites collectivités. Ensuite, il y a des syndicats mixtes et les PETR, les pôles territoriaux. Voilà pour le VTA. On va avoir un peu les fonctions, les missions qui leur sont attribuées et puis les profils des candidats. Alors la plupart des VTA qui sont proposés, c'est sur des postes pour mettre en place le contrat de relance et de transition écologique, le CRTE. Il y en a aussi sur des projets de territoire en dehors du CRTE, sur la transition écologique, et c'est ce qui a motivé votre commune Poiré-sur-Vie, sur l'urbanisme, sur l'appui aux petites villes de demain, sur le projet d'alimentation territoriale et l'agriculture, mais aussi, par exemple, sur les fonds européens qui sont parfois complexes à comprendre et à cerner pour les actionner pour les collectivités. Alors, les jeunes qui postulent au VTA sont en majorité des femmes, 55% contre 45% d'hommes, et la plupart ont un niveau de Bac plus 5, la majorité, 50% ont un niveau Bac plus 5. Ensuite viennent les Bac plus 3, puis les Bac plus 2. Voilà, ils ont des domaines d'intervention, comme on l'a vu, transition écologique, mais aussi d'autres sur, par exemple, la communication, l'architecture, le sport, la culture, l'agronomie. Voilà, ce sont des postes et des profils assez variés, mais avec un niveau de diplôme souvent élevé. Alors, Madame Roiran, je reviens à vous. On a regardé ces chiffres, vous nous avez fait part des missions qu'occupe votre jeune VTA. Au vu de votre expérience, est-ce que vous diriez que le VTA, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties? C'est gagnant-gagnant. Le fait que je sois sollicitée pour intervenir dans votre émission m'a permis aussi de faire le bilan avec lui. Il n'est pas tout à fait au bout de son parcours, donc c'était l'occasion aussi d'échanger avec lui, de voir comment il vivait, lui, ce contrat-là et quel était son bilan. Et puis, on a pu partager, je pense de façon très, très simple, un petit peu ce que ça a pu nous apporter aux uns et aux autres. En ce qui le concerne, ça a été l'occasion de concrétiser une formation qui reste malgré tout théorique et d'être vraiment sur le terrain, en phase opérationnel, et puis d'être aussi en contact direct avec des élus, avec des habitants, avec des institutionnels aussi. Donc ça a forcément enrichi sa formation avec cette nouvelle expérience professionnelle. Et puis cette personne-là ne savait pas vraiment. Sa formation, elle reste généraliste, assez large quand même. Elle ouvre différentes portes. Donc de mieux cibler son projet professionnel. Et ces 18 mois lui auront permis justement de voir quelles sont ses préférences, ses attirances aussi, pour déterminer son projet professionnel. Et puis pour nous, collectivité, c'était la satisfaction aussi de mettre à l'étrier un jeune, de pouvoir partager ses compétences, croiser des regards. Et puis des compétences et de l'expertise, bien sûr. Donc il y avait à la fois un enrichissement pour lui, je pense, et puis un apport pour nous aussi. En tout cas, c'est une belle expérience. La durée de 18 mois nous paraissait aussi bien appropriée. Parce qu'elle permet, elle est ni trop courte ni trop longue, donc ce sera forcément trop court quand il va partir, mais en tout cas, ça nous paraît quand même être une durée intéressante. Et puis, le soutien financier est également intéressant pour des communes comme les nôtres.
C'est vrai qu'on n'a pas postulé au dispositif Petite Ville de demain, même si je pense qu'on répondait aux critères. Voilà, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Mais en tout cas, c'était une autre façon d'être accompagné qui correspondait mieux à notre profil et à notre, enfin, voilà, à la situation où on est aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Madame Roiran. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à nos invités. Merci à vous Stéphanie Musega pour l'APEC, Benoît de Rigny pour Manpower France, à Philippe Bansard pour Précidec, à Madame Roiran pour la commune de Poiré-sur-Vie et à Michel Fournier qui était avec nous en tout début d'émission. Merci aussi aux services de l'ANCT qui nous ont aidés à préparer ce webinaire, c'est-à-dire les équipes de territoire d'industrie, de l'agenda rural, de la politique de la ville, de l'ONPV. Merci aux services techniques de la régie et puis aux services communication qui nous ont épaulés. Nous espérons que ce numéro vous a été utile et vous pourrez d'ici quelques jours bénéficier du replay sur ANCTV. Nous vous disons bonne fin de journée et à bientôt.